Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la classique de Panne. Alors on va surtout revenir sur les chutes, sur les différentes chutes, sur les causes, sur ce qu'on peut faire peut-être, ou les raisons du moins de cette affaire-là. Et puis on parlera mais rapidement du classement. On va surtout se concentrer sur les différentes chutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, pour ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Bon, cette classique de Panne. Tout se passait bien jusqu'à 5 km de l'arrivée, en gros. Tout se passait bien, c'est-à-dire qu'on était sur une classique de sprinter. Et puis, dans les 5 derniers kilomètres, on a eu une accumulation de chutes importantes qui sont dues au comportement des coureurs, parfois également au parcours, mais ça on y reviendra sur un endroit précis du parcours, mais surtout au comportement des coureurs. On essayera d'expliquer le comportement des coureurs, et puis on essayera de voir qu'est-ce que l'on peut faire dans ce genre de situation pour éviter que ça se reproduise très, très clairement. Bon, on a eu plusieurs chutes dans le final. Il y a eu une chute avec Arnaud Démare. Il y a eu une chute dans un virage sur la gauche. Enfin, c'était une intersection dans un virage sur la gauche. On a eu une chute, il semblerait, en ligne droite, la chute avec les Intermarchés. Et puis, on a eu la chute dans le rétrécissement à cause des voies de tram. Pour moi, dans toutes ces chutes-là, il n'y en a qu'une où on peut incriminer un peu le parcours. Pas seulement le parcours, mais on peut incriminer un petit peu le parcours. C'est la dernière chute. Toutes les autres, le parcours n'était pas plus dangereux qu'autre chose. Vous savez que je suis quand même plutôt monsieur sécurité. Et là, pour moi, le parcours est pas dangereux plus que ça. Alors oui, il y a des intersections, mais encore une fois, il n'y a pas de dodane. Sur les 5 derniers kilomètres, il n'y a pas un dodane. Oui, il y a des intersections, les routes sont un peu étroites, mais bon, c'est pas non plus des routes où on peut mettre que 3 coureurs de front. Donc c'est pas non plus horrible. Et puis sur les routes larges, de toute manière, ça remonte à droite, à gauche, on a aussi des chutes. Donc pour moi, souvent, la largeur de la route a peu d'incidence, à part quand on a des modifications de largeur de route. Transition. Sur cette dernière chute en particulier, je trouve qu'on ne peut pas mettre l'arrivée à cet endroit-là avec un goulot d'étranglement. Je pense que vraiment il faudrait... c'est ce qu'on voit également pas mal sur le Tour d'Italie, sur le Tour d'Espagne, quand on a notamment des sorties d'autoroute, enfin, ou des sorties de nationales. Vous savez, quand on a des rocades comme ça et qu'on sort de la rocade pour rentrer dans la ville et qu'on a tout d'un coup, on est sur une 3 voies et d'un coup on passe sur une voie assez étroite, en plus qui tournicote, je trouve toujours ça très dangereux et je voudrais bien qu'on évite ce genre de situation parce que là, ce qui se passe sur un goulot d'étranglement, alors c'est pas totalement la raison de la chute, il y a eu aussi des coureurs qui ont eu un mauvais comportement avant la chute notamment. Mais très clairement, quand il y a un goulot d'étranglement, donc un goulot d'étranglement, ça fait ça, c'est comme un entonnoir. Quand vous êtes dans un entonnoir, vous passez de 5 à potentiellement 3 ou 4 coureurs de front. Donc si vous étiez à 6 coureurs de front et que vous ne pouvez plus être qu'à 4 coureurs de front, ouais, mais il y a un moment ça se resserre, les mecs à droite et à gauche, ils reviennent vers le centre et souvent en fait les roues se touchent, c'est les 3 du centre qui vont toucher une roue, mais parce que eux aussi ils veulent restés à leur place. Enfin là, très clairement, pour moi, on sait comment ça se passe dans un peloton. Et pour moi, faire un goulot d'étranglement comme ça dans un dernier kilomètre, c'est comme un dodane, ça doit être proscrit, ce genre de choses. Ça doit être interdit parce que un goulot d'étranglement dans ce genre de situation, on sait qu'on est à 60-70 km/h. Soit tout le monde va forcer le passage, ce qui, au bout d'un moment, est quand même un minimum humain. Il y a quand même une course à aller gagner de temps en temps. Soit il y en a un qui va taper les freins. Sauf que s'il y en a un qui tape les freins, ça peut être aussi crash derrière. C'est pas beaucoup mieux au final de taper les freins
violemment, il faudrait éviter ce genre de situation. C'est-à-dire que dans les 2-3 derniers kilomètres, on devrait éviter d'avoir comme ça une différence d'un coup, on passe de 5 mètres à 3 mètres de route quoi, en largeur. Enfin là, c'était pas le cas, parce que 3 mètres de route en largeur, c'est vraiment pas grand-chose, mais de passer de 9 mètres 50 à 6 mètres. Ça serait bien qu'on évite ce genre de situation, surtout que c'est un goulot d'étranglement en plus qui est assez sévère. C'est pas un goulot d'étranglement, tu sais, qui arrive progressivement, qui se fait sur 300, 400, 500 mètres. Non, ça se fait en 50 mètres en gros, ou diminuer d'un tiers la largeur de la route, et forcément ça crée des catastrophes. On aurait pu avoir la même catastrophe un tour avant ou 2 tours avant. La différence c'est qu'il y aurait eu un peu moins de monde qui serait tombé, parce qu'un peu moins de tension et un peloton un peu moins compact. Mais je trouve vraiment que le goulot de rétrécissement, autant je suis d'accord quand même un petit peu avec Steve Chenel sur le comportement des coureurs, notamment les coureurs qui se retournent, ce genre de choses. Par contre, moi je trouve que cet endroit-là est dangereux en termes de parcours, et qu'on pourrait faire autrement, avoir une autre arrivée du côté de la panne. Je pense qu'il doit y avoir d'autres endroits où on n'est pas obligé de longer les voies de tram, qui forcément sont toujours, c'est toujours des endroits un peu techniques de toute manière quand il y a des trams, même en France. Souvent c'est toujours un petit peu dangereux, même en voiture, hein. Il y a souvent beaucoup de passages déjà, et puis c'est pas toujours évident. Et là, je trouve que c'est un peu dangereux. Mais par contre, déjà, même cette chute-là, en gros, vous avez Milan qui met des coups de coude et Molano, c'est un peu limite. Mais en gros, toutes les autres chutes, c'est le comportement des coureurs. C'est-à-dire le comportement des coureurs, les mecs essayent de forcer le passage, les mecs font des énormes vagues dans le peloton. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences qui sont énormes. Mais bon, comme l'avait encore une fois bien démontré Arnaud Delis avec ses propos sur le Tour de l'Algarve, il n'y a pas... tout le monde pense un peu pour sa gueule, quoi. Du côté des coureurs cyclistes, il n'y a pas vraiment de groupe entre les coureurs. C'est un peu tout le monde pense pour sa gueule. Et bah forcément, le mec de devant, il s'en tape de faire 40 ou 50 chutes derrière. Surtout qu'il sait que les conséquences seront pas énormes, ça sera un carton jaune, ça sera pas une conséquence énorme. Donc on se retrouve dans ce genre de situation. Mais là, oui, alors, du côté d'Intermarché, bon, ils sont quand même tombés en pleine ligne droite, donc je sais pas ce qu'ils ont branlé. Dans le virage, ils ont dû arriver Mac 12 en se disant ça va passer, et puis c'est pas passé. Voilà, et puis dans le goulot d'étranglement, alors certes il y a le goulot d'étranglement, mais on voit bien qu'il y en a 2-3 qui essayent vraiment de forcer le passage, et ça crée cette chute. Et on aurait pu avoir 2-3 autres chutes également à d'autres moments, parce que vous avez des coureurs qui ont tendance à se retourner, alors qu'il y a d'autres manières pour savoir si tu as ton poisson, enfin sprinter qui est derrière, et on se retrouve à avoir un final qui est très dangereux. Alors, est-ce qu'on... Steve Chenal disait, lui, à son époque, c'était plus facile, il disait, moi, ça se passait pas comme ça, et qu'aujourd'hui, il y a des kamikazes et des tarés. Alors oui, on a des tarés, mais il faut aussi essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on a une tension comme ça dans le peloton aujourd'hui, qu'on n'avait pas à l'époque de Steve Chenal, en gros, il y a 15 ans. Moi, j'ai connu le cyclisme aussi il y a 15 ans, il n'y avait pas autant de tension dans les pelotons il y a 15 ans. Je pense tout d'abord... Vous avez les oreillettes. Et je pense que de plus en plus de managers surutilisent les oreillettes. C'est-à-dire, je pense qu'il y a 15 ans, les informations, on donnait beaucoup moins d'informations aux oreillettes, et on mettait beaucoup moins la pression sur les coureurs dans les oreillettes. Alors peut-être que c'était déjà le cas dans des équipes comme Astana, comme US Postal, mais je pense qu'il y a des formations vraiment dans les oreillettes, on balançait très peu de messages par l'oreillette, et on laissait faire beaucoup les coureurs. Je trouve qu'aujourd'hui, on le voit dans beaucoup d'équipes, on surutilise l'oreillette, je pense. Ce qui augmente la tension, et les coureurs ne réfléchissent plus. Ils appliquent ce qu'on leur dit, même si c'est complètement con. On l'a vu avec Campenard sur Paris-Nice, où quand j'avais dit sur Paris-Nice, c'est typiquement une chute oreillette, parce qu'on a dû lui dire faut passer le virage à pleine bourre, et qu'ensuite tout le monde se rentre dedans. Mais les oreillettes aujourd'hui, je pense qu'il y a des managers qui surutilisent l'oreillette,
parce qu'ils veulent donner toutes les informations. Il y a 15 ans, il faut aussi se rappeler qu'il y a 15 ans, VeloViewer, ça n'existait pas. Hein. Donc, et Google Maps, c'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. Donc on n'avait pas autant d'informations sur les dangers. Je pense maintenant on surabreuve d'informations les coureurs, à vouloir toujours qu'ils soient placés tout devant, et ça crée une tension qui est énorme. On le voit maintenant parfois sur certaines étapes, où à 12, 13, 15 km de l'arrivée, sur certaines étapes du Tour de France, c'est déjà la guerre. C'est déjà la guerre. Avant, on ne voyait pas ça. Autre phénomène qui crée également ces tensions et qui fait que le cyclisme a un peu changé sur les 15 dernières années, c'est qu'il y a 15 ans, à 60 km/h, on n'avait pas un peloton groupé. Il y a 15 ans, il y avait toujours un train qui prenait le pas sur les autres équipes. C'est-à-dire que moi j'ai connu notamment sur les grands tours, où on a connu la période Saeco, on a connu ensuite la période face à Bortolo, la Quick Step pendant des années, avec parfois la Rabobank, on a eu la période High Road, hein, avec Cavendish, on a eu ensuite la période One Team for I, Argo Shimano, mais en gros il y avait 2-3 équipes qui se bagarraient à l'avant du peloton, et il n'y avait pas 7, 8, 9 trains côte à côte. On avait 2 ou 3 trains grand maximum à l'avant du peloton. Les autres, ils n'avaient pas de train, ils se débrouillaient, ils prenaient la roue. Il y avait, voilà. Et si le peloton roulait à 60 km/h, le peloton, il était en file indienne. On arrivait à étirer le peloton dans un sprint. Des équipes savaient très bien faire le job, d'étirer énormément le peloton. Plus tu étires le peloton, moins tu as de monde côte à côte de front, moins techniquement tu as de danger. Aujourd'hui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur les grands tours, notamment sur le Tour de France, mais on voit très bien qu'il n'y a pas un train qui arrive à faire la différence. Voilà, c'est le cas maintenant sur toutes les courses, on le voit, on n'arrive pas à faire la différence du côté des trains. C'est-à-dire que vous avez 5, 6, 7, 8 équipes côte à côte, avec très peu d'écart entre les coureurs, et vous avez, même à 60 km/h, un peloton qui est extrêmement groupé, parce que les vélos ont progressé, parce que comme les vélos ont progressé, on peut emmener des plus gros braquets, parce qu'à une époque, les braquets ils existaient déjà, mais on ne pouvait pas les emmener, donc ça ne servait à rien de les fabriquer. Les vélos, on n'était pas en capacité d'aller à ces vitesses-là sur des vélos. Maintenant, on est en capacité d'aller à ces vitesses-là avec des vélos, et ce qui fait qu'on a beaucoup plus de tension dans les sprints, parce qu'il y a beaucoup plus de coureurs qui sont proches les uns des autres, et parce que aussi, avant les sprints, l'approche c'était pas à 60 km/h, et qu'aujourd'hui à 60 km/h, le temps de réaction dans un peloton est beaucoup plus réduit. C'est-à-dire qu'à 60 km/h, vous faites beaucoup plus de chemin en une seconde qu'à 50 km/h. Donc les temps de réaction est obligatoirement plus restreint. Et ce qui fait que il faut prendre des décisions rapidement, sauf qu'il faut être en capacité de prendre des décisions rapidement. En sachant qu'en plus, certes, les freins à disque freinent plus rapidement, mais vous bloquez les roues plus rapidement aussi avec des freins à disque. Le freinage est moins en douceur qu'avec le frein à patin. Ça fait beaucoup plus d'à-coups, et ces à-coups créent des vagues, et ces vagues-là, ça crée des chutes. Et une chute à 60 km/h, elle n'emporte pas qu'un coureur, on emporte 20, 25, 50 coureurs dans l'affaire. C'est ce qu'on a vu avec notamment la chute où est impliqué Arnaud Démare. Donc c'est vrai qu'on a maintenant beaucoup de tensions à cause du fait qu'on n'ait pas de train, et comme il n'y a pas de train, il y a toujours des coureurs qui pensent qu'ils peuvent aller jouer le sprint. Avant, en gros, il y a des coureurs qui savaient que, comme ils avaient personne dans les équipes pour les emmener, ils jouaient pas les sprints, même s'ils avaient une bonne pointe de vitesse. Un Philippe Gilbert, quand il était chez Française des Jeux, il avait une grosse pointe de vitesse, mais il jouait pas forcément les sprints parce qu'il savait qu'il n'avait pas le train pour jouer les sprints. Donc on laissait faire beaucoup plus les équipes de sprinters, et on laissait faire vraiment les purs sprinters. Là maintenant, on voit aujourd'hui sur certains sprints, on a des leaders du général qui viennent se mêler au sprint, mais on a des punchers qui pensent qu'ils peuvent jouer le coup, et on a des coureurs qui sont pas véritablement des sprinters, qui sont pas habitués à être dans ce rôle-là, et qui vont quand même jouer le sprint. Et avant, il y avait des équipes, même sur des classiques comme De Panne, qui
En gros, savait très bien au départ de la course qu'elle n'avait aucune chance au sprint. Donc en gros, soit il mettait un mec dans l'échappée, soit la journée, bah c'était juste faire acte de présence dans le peloton. Maintenant, toutes les équipes veulent jouer les sprints. Et avant, on avait peut-être 10 équipes qui allaient jouer la victoire. Maintenant, on en a 25. Bah, quand il y a 25 trains qui veulent essayer de jouer la victoire, ou 25 coureurs qui veulent essayer de jouer la victoire, forcément, tu as beaucoup plus de tension. Et puis les points UCI. Indirectement, les points UCI augmentent la tension. Pourquoi? Avant une 15e place, tu t'en foutais. Comme ta licence World Tour, tu l'avais parce que tu avais gagné, parce que soit tu l'avais acheté, en gros, mais c'était pas dû au résultat. En gros, pendant 15 ans, 20 ans, la licence World Tour, elle était due par les moyens que tu avais. Cofidis, quand ils étaient redescendus en deuxième division, c'était parce que leurs sponsors donnaient pas des garanties sur suffisamment longtemps. Il n'y a que la Groupama, la Française des Jeux, quand ils étaient redescendus d'un étage, c'était pour cause de résultats. Mais en gros, tu redescendais pas, tu restais en World Tour. Donc tu n'avais pas ce problème des points UCI. Depuis qu'on a instauré cette règle des points UCI, surtout là on est en 3e année, eh bien c'est la guerre parce qu'on se dit, ah bah oui, bah, si je fais ce résultat-là, même une 15e place, bah, par exemple aujourd'hui une 15e place, ça vaut peut-être 30 ou 40 points UCI sur le 2 Pan Tour. Je sais pas. Et on se dit, bon, bah voilà, bah, une 15e place, c'est 20 points UCI. Bon, on va quand même se bagarrer pour une 15e place. On va quand même tout donner pour une 15e place aujourd'hui, ou pour un top 5, ou pour un top 6. Et puis on voit des équipes où avant, bah, on mettait tout pour un seul sprinter, mais comme il faut marquer des points UCI, eh bien on va avoir des trains, on va faire sprinter 2-3 coureurs de la même équipe. Oui, mais c'est-à-dire qu'avant, au lieu d'avoir que des leaders qui sprintent, tu as également des équipiers. Donc au lieu d'avoir 15 coureurs qui veulent faire le sprint, tu en as 25 ou 30. Bah 25 ou 30, ça augmente la tension. Et puis tu as quand même des mecs qui vont se bagarrer pour une 15e place. Avant, tu te battais pas pour une 15e place. En gros, tu t'en foutais des points UCI. Tu te battais pour la gagne. Donc en gros, si tu pouvais pas jouer la gagne, tu forçais pas le passage, t'en avais rien à foutre. Maintenant, tu forces le passage même pour une 15e place. Et c'est la différence avec l'époque de Steve Chanel. C'est que les points UCI, maintenant, ont une grande importance. Et c'est vrai qu'on a plus de tension à cause de cette guerre pour les points UCI, surtout sur une classique comme De Panne, ou une classique World Tour qui donne énormément de points. Le top 10 à De Panne, bah voilà, Welsford c'est 50 points UCI, donc des fois ça joue à pas grand chose aujourd'hui au niveau des classements UCI, donc tout le monde est à la recherche de points et ça crée de la tension et ça crée du mouvement et des phénomènes où personne n'arrive à faire la différence. Alors comment faire? Moi je suis pour qu'on enlève l'oreillette, déjà. Moi je suis pour qu'on enlève l'oreillette. Moi je suis pour qu'on sanctionne plus les coureurs. Qu'on sanctionne aussi les organisateurs ou qu'on mette un peu la pression sur les organisateurs aussi quand les arrivées sont dangereuses. Mais encore une fois, là, il n'y a que le goulot d'étranglement. Les autres chutes sont pas dues pour moi à des problèmes de danger. Et pour moi, oui, même à 5 bornes de l'arrivée, eh ben, déjà, il faudra instaurer un système où on puisse suspendre les coureurs parce qu'aujourd'hui, c'est le système du carton jaune. Sauf qu'en gros, tu as le droit à 3 cartons jaunes en un mois. Donc en gros, les mecs, ils peuvent prendre des risques parce que c'est pas très dangereux, la suspension. Et puis si les équipes sont douées, en gros, elles enlèvent les coureurs avant qu'ils puissent prendre des suspensions. On voit quand même pas beaucoup en ce moment Van Poppel, parce qu'il est à quand il était à 2 cartons jaunes. Donc voilà, donc on prend pas le risque, en gros. Mais il faudrait pouvoir mettre directement un carton rouge. Il faudrait pouvoir mettre directement un carton rouge, actuellement, et tu suspends. Voilà, le coureur, carton rouge, allez, 2 semaines de suspension. Je peux te dire que dans ce genre de course, notamment de panne, parce que si tu te prends 15 jours de suspension de panne, ça veut dire que tu fais pas le Tour des Flandres. Hein. Tu es presque bloqué pour Paris-Roubaix. Je peux te dire que ça ferait beaucoup plus réfléchir les coureurs. Je pense qu'il faut être plus sévère dans les sanctions envers les coureurs, mais aussi les sanctions envers les directeurs sportifs. Moi, je serais pour qu'on puisse récupérer les discussions dans les voitures, comme on a aujourd'hui en Formule 1, où la FIA peut écouter n'importe quelle discussion entre les voitures de directeurs sportifs et entre les managers et les pilotes. Et ben là, moi, je serais pour que l'UCI puisse faire ça et qu'on sanctionne les managers qui demandent, par exemple, de forcer le passage, qui demandent de faire la guerre.
Parce que je suis sûr que dans certaines radios, il y a ça comme message. Hein. Défonce-le, on n'en a rien à foutre. Joue des coudes, sors les coudes, voilà. Et je pense qu'il y a des vertes et des pas mûres dans certaines radios de directeurs sportifs. Donc moi, je serais pour qu'on fasse ça. Donc déjà au niveau des oreillettes. Éviter les goulots d'étranglement, ça c'est clair et net, mais surtout sanctionner beaucoup plus, et sanctionner à la fois les leaders, mais les équipiers aussi, parce que je trouve que depuis le début de saison, on a sanctionné pas mal les leaders, par contre les équipiers, beaucoup moins, et qu'il y ait une cohérence aussi dans les sanctions. Parce que là, par exemple, aujourd'hui, alors pour tout vous dire, on ne déclasse pas Milan. Vous savez pourquoi on ne déclasse pas Milan? Pourtant qu'il joue des coudes, hein. Parce que ça s'est déroulé à 1,5 km de l'arrivée. On ne déclasse que si c'est dans le dernier kilomètre. Ça, cette règle-là est quand même absolument exceptionnelle. Mais en gros, Milan se prend un carton jaune comme Pauline Ferrand-Prévot sur Milan-San Remo. Et Pauline Ferrand-Prévot a été déclassée. Je pense que le mouvement que fait Pauline Ferrand-Prévot, le changement de direction, est beaucoup moins dangereux que ce qu'a fait Jonathan Milan. Vous voyez la correspondance dans les sanctions qui est absolument ridicule. Donc c'est-à-dire que l'UCI n'est pas crédible aujourd'hui dans son panel de sanctions, parce qu'on voit qu'il y a des gros soucis, donc il faut revoir en profondeur le règlement. Pour moi, les cartons jaunes, c'est pas bon. Je trouve le système n'est pas au point, n'est pas efficace. Moi, je préférerais avoir des possibilités de sanctions directes, mais surtout un système de permis à points. Et aujourd'hui, Milan, on lui aurait fait perdre 9 points UCI sur 12. Enfin, 9 points de permis sur 12. Je peux te dire qu'après, il réfléchirait pendant longtemps, parce que les points, ça serait sur un an, et pas seulement sur un mois, ça serait beaucoup plus dangereux dans ce genre de situation en termes de suspension. Et moi, je serais plutôt pour un système de permis, plutôt que ce système de carton jaune que j'avais dit depuis le départ ne me plaisait absolument pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de barème de sanction. C'est-à-dire qu'entre ce qu'a fait Pauline Ferrand-Prévot, qui aurait pu compter avec mon système de permis à points, 2 points UCI, parce que bon, c'était pas extrêmement dangereux, mais voilà, elle gêne un peu, voilà, on lui enlève 2 points UCI, ou un coureur qui lève la main sur la ligne d'arrivée pour saluer la victoire de son équipier, ou on lui enlèverait 2 points sur son permis, ou 3 points sur son permis, et des sanctions beaucoup plus sévères quand on crée des grosses chutes, ou comme dans le cas de Jonathan Milan, avec un comportement qui est complètement irresponsable, et là, 6, 9 points UCI, enfin 9 points de permis d'un coup. Moi, je serais pour ça, et moi, je serais pour qu'il y ait des sanctions, mais là, voilà, par exemple, Jonathan Milan, on l'a appris, il n'y aura pas de déclassement, et en gros, personne ne va se faire déclasser aujourd'hui. Donc, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et du côté de l'UCI, ça serait bien qu'au lieu que David Lappartient soit content de la participation d'un coureur à Paris-Roubaix, ce qui montre quand même extrêmement bien la neutralité de David Lappartient. Hein. Non, on l'avait déjà vu en Amérique du Sud, hein, la neutralité de David Lappartient quand il faisait des photos avec Miguel André Lopez, notamment. Un président, vous voyez le président de la FIFA, par exemple, dire « Ah bah je suis content que le PSG participe à la Coupe du Monde des clubs ». Ou le président de la Coupe d'Europe de rugby qui dirait « Oh bah je suis content que le club de Clermont participe à la finale de la Coupe d'Europe ». Non. Ou l'I2AF, par exemple, du côté de l'athlétisme, qui dirait « Ah bah je suis content que Mondo Duplantis participe au meeting Hercules de Monaco ». Non. Un président de fédération n'a pas à faire ça. J'étais très choqué en voyant ce message-là. On voit donc l'indépendance de David Lappartient. Hein, les intérêts de la France en ce moment sont bien garantis par David Lappartient. Que du côté du cyclisme, hein, parce que vu son score au niveau du CIO, où il a été battu de 4 voix contre 97, ça l'a fait mal au cul. Mais au niveau de l'UCI, les intérêts de la France sont sécures pendant plusieurs années. Moi j'ai été choqué de voir ça. Et quand on sait du côté du cyclisme, on a quand même eu des présidents de l'UCI qui n'étaient pas neutres et qui avaient même des billes dans certaines équipes. Moi, je préférais que David Lappartient critique ce qui s'est passé du côté de Pantour et dise « Eh ben, on s'occupe de la question de la sécurité » parce qu'on nous dit « On s'occupe de la question de la sécurité ». Pour l'instant, on a abouti au carton jaune, qui pour moi n'est pas un système qui fonctionne, et on a abouti à rien d'autre. Voilà. Et à une enquête à Bessèges. En gros, on a abouti à rien d'autre. Donc ça serait bien qu'au bout d'un moment, David Lappartient, il tweete, qu'il arrête de tweeter, et qui réfléchissent plutôt à ce qu'il fait en tant que président de l'UCI. Je pense que son bilan sur les dernières années est loin d'être exceptionnel.
On finit par le classement de cette course, donc le classement à 19h26 qui n'a pas subi, donc comme vous le voyez, de modification. Il n'y a pas eu de déclassement, pas de déclassement du tout même, hein, ce qui est magnifique. Donc victoire de Juan Sebastián Molano aujourd'hui, qui a bien anticipé son sprint. Si on regarde que le point de vue du dernier kilomètre, il a bien anticipé, il a bien géré le coup. Voilà, il a été très efficace dans sa manière de gérer son sprint. Il est sorti à 400 mètres. Après, voir Molano s'imposer aujourd'hui, moi j'ai dit toujours, mais Molano, il adore quand c'est la guerre. Hein. Il adore quand c'est la grande bagarre. Donc de le voir finir vainqueur aujourd'hui, c'est pas vraiment une surprise du côté de Juan Sebastián Molano. Même s'il a été efficace, il a été opportuniste aujourd'hui, Molano. Il faut le saluer. Donc aujourd'hui, 2 victoires UAE, que ça soit sur le Tour du Catalogne, sur cette classique Bruges de Panne. Donc efficace du côté de l'équipe Emirati. Devant Milan, donc qui revient sur la fin, mais bon, il lance son sprint de trop loin pour revenir sur Molano. Mais encore une fois, c'est pas normal qu'il ne soit pas déclassé. Michels, donc belle 3e place pour l'Estonien, parce qu'on ne l'avait pas vraiment vu aux avant-postes depuis son podium au championnat d'Europe. Et lui, c'est vraiment un sprinter, pur sprinter, qui ne doit pas aimer passer les ponts de boss. Il faudra le suivre sur d'autres classiques, pourquoi pas sur d'autres classiques très plates sur le reste de la saison. Et puis Bauhaus, avec le H aspiré, mais lui aussi, au final, il avait été bon à Andorra l'an dernier, où ça avait été un petit peu la gare avec ce sprint où on avait des portions de descente. Donc là aussi, il a été costaud. Et puis Blikra, 5e devant Conster. Alexis Renard, donc, qui a fait le sprint comme Lorenz Rex, et qui bat Ronewegen et Welsford. Alors je sais pas ce qu'ils ont branlé, Ronewegen et Welsford. Ils devaient être mal placés, parce qu'en gros, quand on voit qu'ils se font battre par des non-sprinters, c'est qu'ils n'ont pas été très performants. Et puis Mozzato, on bossait pour Demar, donc pas forcément bien organisé, comme Riley et Pickrell. Et Bomboy, c'est dommage, parce que du côté d'Unibet, on avait fait le job pour le placer. Je pense que c'était lui vraiment le leader, c'était pas le champion de Slovaquie. Sauf que ouais, sur la fin, ça a été compliqué. Et puis Van den Bosch, Lamparty et Fedorov qui complètent un petit peu ce classement. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire du côté du classement de cette course. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!